Dans les hauteurs reculées des Cévennes, nichées au creux de montagnes austères, se trouvait le hameau de Roche-Muette. Là-bas la vie suivait le rythme immuable des saisons et le souffle du vent qui balayait les toits de Lauze. Julien était un fils de cette terre, un jeune agriculteur, dont les mains étaient déjà calleuses et le dos courbé par le labeur. Sa routine était une mélodie simple et répétitive, le chant du coq à l'aube, le poids des outils sur son épaule, l'odeur de la terre retournée sous le soleil, et le silence pesant des soirées. Était une existence honnête, une vie de sueur et de patience, transmise de génération en génération. Mais pour Julien, cette normalité, était qu'une cage dont les barreaux étaient faits de patience. Au plus profond de son être, une impatience vorace grandissait comme une mauvaise herbe tenace. Il observait les champs rocailleux, le maigre rendement de ses cultures, et une amertume sourde lui serrait le cœur. Il maudissait la lenteur de la nature, la soumission de ses aînés aux caprices du ciel. Il ne voyait pas la noblesse dans le travail acharné, mais seulement la promesse d'une vie de privation sans fin. Ses rêves étaient bien plus vastes que les parcelles de terre qu'il cultivait. Il aspirait à une fortune rapide, à une reconnaissance qui le placerait au-dessus de ses pairs, et il était convaincu que le destin lui devait bien plus que cette existence laborieuse et prévisible. Ce désir ardent se transforma bientôt en une obsession dévorante. Julien ne voulait pas seulement une bonne récolte. Il voulait une moisson miraculeuse, une abondance si surnaturelle qu'elle ferait l'envie de toute la région. Il s'imaginait des épis de blé si lourds qu'ils plieraient sous leur propre poids, des légumes d'une taille jamais vue, un grenier débordant qui lui assurerait une richesse immédiate, sans avoir à attendre les cycles lunaires ou les pluies capricieuses. Cette cupidité était un feu qui consumait sa raison, le poussant à chercher des raccourcis là où ses ancêtres n'avaient vu que des chemins de patience et de prière. Il était prêt à tout pour plier la réalité à sa volonté. Son mépris pour les traditions du hameau était palpable. Lorsque sa grand-mère Geneviève murmurait de vieilles prières avant les semailles ou suspendait des herbes protectrices au-dessus de la porte, Julien levait les yeux au ciel avec un sourire narquois. Pour lui, ces rituels étaient que des superstitions ridicules, les vestiges d'un temps révolu où les hommes craignaient des ombres imaginaires. Il se moquait ouvertement des histoires de créatures nocturnes et des avertissements concernant certains lieux maudits. Il croyait en la force de ses propres bras et en la puissance de sa volonté, considérant la sagesse ancienne comme une faiblesse, une chaîne qui entravait le progrès et l'ambition. Ce dédain serait sa première erreur fatale. Un soir, alors que la brume commençait à s'accrocher au flanc de la montagne, il surprit une conversation à voix basse entre les anciens du village. Ils parlaient d'un lieu à l'aile, écart, un carrefour, où 3 chemins de terre se croisaient sous un chêne tortueux. Était un lieu de pouvoir, disait-il, un endroit où le voile entre les mondes était mince, et où les désirs les plus sombres pouvaient trouver un écho. Il l'appelait le domaine de l'homme noir, une entité qui écoutait les requêtes des âmes cupides. Alors que les autres se signaient de peur, un frisson d'excitation parcourut Julien. Il ne voyait pas là un danger, mais une opportunité, la clé qu'il cherchait pour forcer la main du destin. Au crépuscule suivant, alors que le soleil saignait sur l'horizon et que les ombres s'allongeaient comme des doigts avides, il quitta discrètement le hameau. Il n'emporta avec lui ni lanterne ni courage, seulement le poids de sa cupidité et une vieille pièce de monnaie en guise d'offrande, comme il l'avait entendu dans les murmures des vieillards. Le silence de la forêt était anormal, oppressant. Les oiseaux, étaient tus, et même le vent semblait retenir son souffle. Chaque craquement de branches sous ses pieds résonnait comme un avertissement qu'il choisit d'ignorer. Il marchait d'un pas déterminé vers le carrefour, le cœur battant à un rythme effréné, mélange d'appréhension et d'une terrible espérance. Arrivé au croisement des 3 chemins, l'air devint soudainement plus froid. Le vieux chêne se dressait comme un squelette tordu contre le ciel violet, ses branches nues, ressemblant à des griffes. Julien se posta au centre exact du carrefour, sentant une énergie invisible vibrer sous ses pieds. Il ferma les yeux, prit une profonde inspiration, et murmura sa requête dans le silence glacial. Il offrit sa récolte, sa chance, sa vitalité. Il promit n'importe quoi en échange d'une richesse immédiate, d'une abondance qui éclipserait celle de tous les autres. Il lança la pièce dans l'obscurité et attendit. Mais il n'y eut pour seule réponse que le silence profond d'un pacte tacitement accepté. Cette nuit-là, de retour dans sa modeste ferme, alors qu'il tentait de trouver le sommeil, un son subtil le tira de ses pensées. Était un sifflement lointain, une note aiguë et mélancolique, qui semblait flotter sur le vent depuis les champs. Il se leva et regarda par la fenêtre,
mais ne vit que les contours sombres des collines sous la lune pâle. Il se dit que ce « N » était que le jeu du vent dans les arbres, une illusion auditive. Du coin de l'aile, œil, il crut apercevoir une silhouette anormalement grande et mince se tenir à la lisière de son champ, mais lorsqu'il cligna des yeux, elle avait disparu. Se sentant stupide, il se recoucha, ignorant que quelque chose venait de répondre à son appel. La nuit suivante, le sifflement revint, mais il N était plus une note lointaine perdue dans le vent. Il S était rapproché, se glissant à travers les fissures des volets clos. Julien se redressa dans son lit, le cœur battant contre ses côtes. Le son était maintenant clair, d'une pureté surnaturelle, et il semblait provenir de juste sous sa fenêtre, puis, de manière impossible, de l'intérieur même de la pièce. C était une mélodie simple, presque enfantine, mais chargée d'une intention malveillante, qui glaçait le sang. Il balaya la pièce du regard, ne voyant que les formes familières de ses meubles, baignant dans la pénombre. Pourtant, la musique continuait, insidieuse, se gravant dans son esprit. Cette nuit-là, il comprit que le silence ne serait plus jamais son allié. Au fil des jours, alors que ses champs prospéraient avec une vigueur anormale, produisant des légumes d'une taille et d'une couleur presque noire, son propre monde se rétrécissait. La présence qu'il avait d'abord sentie à l'extérieur était invitée chez lui. Les ombres, autrefois statiques, s'animaient d'une vie propre, dès qu'il leur tournait le dos. LS étirait depuis les coins de la pièce, se contorsionnant en silhouette longue et décharnée, qui imitait la forme qu'il avait entreaperçue à la lisière du bois. Dès qu'il se retournait brusquement, elle redevenait immobile, mais il pouvait sentir leur regard persistant. Il commença à allumer des lampes même en plein jour, cherchant en vain à bannir ces ténèbres qui, étaient plus une simple absence de lumière. La paranoïa s'installa comme une fièvre froide. Julien se sentait constamment observé, chaque pas qu'il faisait dans sa propre ferme était épié par une intelligence invisible et patiente. Ce sentiment était une pression physique, un poids sur sa nuque, qui le forçait à se retourner sans cesse, pour ne trouver que le vide. Il tenta d'en parler aux autres villageois, mais les mots lui manquaient pour décrire une peur aussi intangible. De plus, les phénomènes cessaient dès que quelqu'un lui rendait visite, le faisant passer pour un homme dont le succès soudain avait ébranlé la raison. Cet isolement était la pire des tortures, le piégeant dans une prison de terreur que lui seul pouvait voir, et il sentait le piège se refermer sur lui. Les nuits devinrent un calvaire sans fin, au sifflement s'ajoutèrent bientôt d'autres manifestations. De légers coups étaient frappés contre les vitres, un tapotement rythmé et délibéré, comme celui d'un ongle long et sec. Parfois, dans le silence le plus complet, il entendait un murmure à peine audible, un souffle qui semblait prononcer son nom juste à côté de son oreille. Il se bouchait les oreilles, s'enroulait dans ses couvertures, mais les sons semblaient naître directement dans son crâne. Toute tentative de rationalisation était désormais futile. Ce N était ni le vent, ni les animaux, ni les craquements de la vieille bâtisse. C était une présence qui jouait avec lui, savourant sa peur grandissante. Il savait, avec une certitude glaciale, qu'il était plus le seul habitant de sa maison. À bout de force, incapable de supporter une minute de plus le poids de cette présence invisible, Julien s'enfuit de sa ferme au cœur de la nuit. Le gel qui habitait ses os semblait avoir enfin brisé sa volonté. Il courut à travers les sentiers sombres, trébuchant sur des racines qu'il connaissait pourtant par cœur, jusqu'à la petite maison de sa grand-mère, Geneviève. Il frappa à sa porte avec une frénésie désespérée, non plus comme un homme, mais comme un animal traqué. Lorsque la vieille femme ouvrit, son visage habituellement sévère se figea en voyant le masque de pure terreur, qui déformait les traits de son petit-fils. Il s'effondra à ses pieds, et les mots se déversèrent dans un flot incohérent. Le carrefour, le pacte, la récolte maudite, les murmures et les ombres qui le hantaient. Geneviève, elle, écouta sans l'interrompre, son visage se durcissant à chaque détail. Il n'y avait ni surprise ni incrédulité dans ses yeux, seulement la confirmation d'une très vieille peur. Elle l'aida à se relever, et le fit asseoir près du foyer éteint, l'enveloppant dans une couverture rêche, qui ne parvint pas à calmer ses tremblements. Un long silence s'installa, lourd de non-dits et de vérités anciennes. Finalement, sa voix s'éleva, basse et grave, tranchant l'air comme une lame. « Imbécile !» murmura-t-elle, le mot dépourvu de colère mais chargé d'un chagrin immense. « Tu as cru marchander avec la fortune. Tu as ouvert ta porte à une fin qui n'a pas de nom. Tu as fait un pacte avec l'homme noir du carrefour. » Le nom résonna dans la pièce avec le poids d'une condamnation.
Julien sentit le dernier vestige d'espoir éteindre en lui. Geneviève lui expliqua alors la nature de la créature. Ce N était pas un démon qui convoitait son âme pour un au-delà infernal. Son appétit était bien plus immédiat, bien plus tangible. L'homme noir se nourrissait de la vie elle-même. Il convoitait la chaleur de son sang, la lumière dans ses yeux, la force de ses muscles, et la joie dans son cœur. Il était une entité du froid et du vide, un parasite qui se liait aux vivants pour les consumer lentement, les laissant comme des coquilles vides, des échos froids qui marchaient parmi les hommes, sans plus en faire partie. Il est lié à toi par ta propre cupidité, poursuivit la vieille femme en allumant une bougie, dont la flamme vacilla aussitôt comme si un souffle glacial venait de la frôler. Chaque sifflement est son appel, chaque ombre est sa présence qui se renforce. Il ne peut pas te prendre par la force, pas encore. Le pacte a ses propres règles. Il doit te briser, t'amener à l'inviter pleinement, à lui ouvrir la porte de ton esprit, comme tu lui as ouvert celle de ton désir. Ta peur est sa nourriture, ton désespoir est la clé qui lui permettra de te posséder entièrement. Il attend que tu cèdes, et sa patience est aussi vieille que ses montagnes. Avec une lenteur rituelle, Geneviève se leva et alla chercher un petit coffre en bois usé par le temps. Elle en sortit des objets d'une simplicité désarmante. Un sachet en toile rempli de gros sel, un clou de forgeron rouillé et un petit bouquet de millepertuis séchés. Ce ne sont pas des armes pour le combattre, dit-elle en les plaçant dans les mains tremblantes de Julien. C'est un langage qu'il comprend. Ce sont des choses de notre monde, des choses pleines de soleil et de labeur, que son essence ne peut ni toucher ni corrompre. Ce soir il viendra réclamer son dû avec plus de force que jamais. Il a senti ta faiblesse. Tu ne dois pas seulement survivre à la nuit, tu dois lui prouver que ta volonté de vivre est plus forte que sa faim. De retour dans sa ferme, Julien N. était plus le jeune homme arrogant qui avait défié les traditions. Il était une créature traquée, dont l'unique espoir reposait sur la sagesse qu'il avait si longtemps méprisée. Avec des mains qui ne cessaient de trembler, il suivit à la lettre les instructions de sa grand-mère. Il versa le gros sel en un cercle parfait au milieu de la pièce principale, un rempart fragile contre une faim infinie. Il plaça le clou rouillé dans sa poche, son poids froid et solide contre sa cuisse. Il accrocha le bouquet de millepertuis au-dessus de la porte, ses fleurs séchées semblant observer l'obscurité grandissante, avec une vigilance silencieuse. Il ne se préparait pas à une bataille, mais à un siège, où son âme était la forteresse à défendre. La nuit tomba sur les Cévennes comme un linceul noir, étouffant les derniers murmures du jour. Julien s'assit au centre de son cercle de sel, le dos droit, les yeux fixés sur le plancher en bois. Le silence dans la maison était absolu, une absence de son si complète, qu'elle en devenait une présence assourdissante. Il sentait l'entité s'approcher, non par le bruit de ses pas, mais par la chute de la température, par le gel qui semblait s'infiltrer à travers les murs et s'enrouler autour de ses chevilles. Chaque seconde étirait en une éternité de pure attente, le souffle court, chaque craquement de la vieille bâtisse le faisant sursauter. Il attendait l'assaut, sachant qu'il ne viendrait pas sous la forme d'une violence physique, mais d'une terreur bien plus intime. Puis, cela commença. Un léger tapotement contre la porte d'entrée. Ce N était pas le coup violent d'un intrus, mais le son délicat et rythmé d'un seul ongle, long et sec, grattant le bois. Tape. 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 Le bruit était hypnotique, presque suppliant, conçu pour piquer la curiosité et user la patience. Julien serra les poings, ses propres ongles s'enfonçant dans ses paumes. Il se força à se souvenir des mots de Geneviève. N'ouvre pas. Ne réponds pas. Le tapotement continua, inlassable, devenant le seul son dans un monde qui semblait avoir cessé de respirer. Était un test de volonté, une première vague destinée à évaluer la force de ses nouvelles convictions. La créature, sentant sa résistance, changea de tactique. Le tapotement cessa, et une voix éleva dans la nuit, semblant venir de juste derrière la porte. Était la voix de sa mère, décédée depuis plus de 10 ans. Elle l'appelait par son nom d'enfant, le suppliant de la laisser entrer, se plaignant du froid mordant de la nuit. La ressemblance était parfaite, chaque intonation, chaque inflexion de sa voix était un souvenir cruellement ravivé. Julien sentit les larmes lui monter aux yeux. Une partie de lui, l'enfant seul et effrayé, voulait se précipiter pour ouvrir. Mais une autre partie, celle qui avait vu le vide dans les yeux de l'homme noir, savait que celui était un mensonge tissé avec sa propre peine. Il se mordit la lèvre jusqu'au sang, le goût métallique le ramenant à la réalité. En réponse à son silence, la voix douce se mua en un cri de rage et de chagrin, l'accusant d'ovoitait,
être un fils sans cœur, un monstre qui laissait sa propre mère souffrir dans le froid. Les fenêtres se mirent à vibrer comme sous l'effet d'une force invisible, et un vent glacial balaya la pièce, éteignant la seule bougie, et le plongeant dans une obscurité quasi totale. Le cercle de sel semblait maintenant dérisoire, une ligne de poussière blanche, contre une marée de ténèbres. Julien sentit une présence écrasante l'envahir, un froid qui, n'était pas physique mais qui gelait l'âme elle-même. Il était dans la pièce avec lui. Il pouvait le sentir derrière lui. Un vide, une absence de chaleur et de vie si intense qu'elle était presque tangible. Il n'osait pas se retourner, sachant que croiser le regard de la créature signifierait sa fin. Le sifflement mélancolique qu'il avait entendu dans les champs revint, mais cette fois, il était juste à côté de son oreille. Une mélodie insidieuse, qui promettait le repos et la fin de la peur, s'il se laissait simplement aller. Des images se formèrent dans son esprit, ces greniers débordant d'or, le respect des autres villageois, une vie de facilité. Ces étaient les fruits empoisonnés de son pacte, agités devant lui comme une dernière tentation. Il ferma les yeux, s'accrochant au clou dans sa poche, comme à sa seule encre. Avec une voix tremblante, il commença à réciter une vieille prière que sa grand-mère lui avait apprise, une litanie simple pour protéger le foyer et ses habitants. Les mots étaient maladroits, hésitants, mais il les prononça avec toute la conviction qui lui restait. À chaque syllabe, le froid sembla reculer d'1 pouce. Le sifflement devint plus aigu, plus furieux, se transformant en un hurlement strident qui semblait vouloir déchirer ses tympans. La maison entière se mit à trembler, la vaisselle s'entrechoquant dans le buffet, les poutres du plafond gémissant sous une pression surnaturelle. L'homme noir déchaînait sa fureur, réalisant que sa proie lui échappait. La pression psychologique atteignit son paroxysme. L'air épaissit, et Julien lutta pour respirer, comme si des mains invisibles lui serraient la gorge. Des murmures se superposèrent aux hurlements, des centaines de voix chuchotant ses échecs, ses peurs les plus secrètes, ses doutes les plus profonds. Elle lui disait qu'il était seul, que personne ne viendrait le sauver, que sa résistance était futile. Était un assaut total contre son esprit, une tentative de le noyer dans le désespoir. Mais il continua sa prière, les mots devenant un bouclier, une affirmation de sa volonté de vivre face à une entité qui ne connaissait que le néant. Il ne luttait plus pour sa fortune, mais pour la simple chaleur de son propre souffle. Alors qu'il prononçait le dernier mot de la prière, un silence assourdissant tomba, le vent cessa, les vibrations s'arrêtèrent. Le froid glacial se retira comme une marée descendante, laissant derrière lui une quiétude presque douloureuse. La présence dans son dos avait disparu. Il resta immobile pendant ce qui lui parut une éternité, chaque muscle de son corps tendu, n'osant pas croire à sa victoire. Puis, à travers un interstice dans les volets, il aperçut la première lueur blafarde de l'aube, une promesse grise et fragile. Il avait tenu bon. Il avait survécu à la nuit. La dette était pas effacée, mais pour l'instant il était sauf. L'aube éleva, non pas comme une promesse triomphante, mais comme un témoin silencieux d'une agonie terminée. La lumière blafarde se déversa dans la pièce, effaçant les dernières ombres tenaces, et chassant le froid surnaturel qui avait glacé jusqu'à la moelle de ses os. Julien resta prostré au centre de son cercle de sel, chaque muscle endolori, son esprit vidé par des heures de terreur pure. Il ne ressentait ni joie ni soulagement, seulement un épuisement abyssal, comme s'il avait lutté non pas une nuit, mais toute une vie. Lentement, avec la raideur d'un vieillard, il se releva. Le silence qui l'entourait était plus menaçant, mais lourd et vide. Il avait survécu, mais le prix de cette survie se lisait déjà sur son visage, dans la mèche de cheveux devenue blanche au-dessus de son front, et dans le regard éteint qui fixait le vide. Lorsqu'il osa enfin sortir de la ferme, le monde lui parut étranger. Le soleil matinal, qui aurait dû le réchauffer, semblait glisser sur sa peau, sans y laisser la moindre chaleur. Ses yeux se posèrent sur ses champs. La récolte maudite se dressait là, d'un vert si sombre qu'il en était presque noir, une opulence anormale, qui était la source de son tourment. Il ne voyait plus la promesse de richesse, mais la signature physique de son pacte insensé. Une nausée le prit. Il sentait un vide béant en lui, une absence là où se trouvait autrefois son impatience, et son ambition dévorante. L'homme noir n'avait pas pris son corps, mais il lui avait arraché quelque chose d'essentiel, laissant derrière lui une coquille refroidie, un homme dont l'âme avait été irrémédiablement effleurée par le néant. Les jours qui suivirent confirmèrent sa damnation.
la récolte miraculeuse se mit à pourrir sur pied, se transformant en une poussière noire et stérile que le vent emportait, comme si la vitalité volée se dissipait enfin. Sa fortune évanouie aussi vite qu'elle était apparue. Mais la véritable cicatrice était invisible. Julien ne riait plus. Il ne se mettait plus en colère. Il traversait ses journées dans une brume de détachement, un spectre arpentant les terres qui avait causé sa perte. La chaleur du foyer, le goût du pain, la compagnie des autres villageois, tout cela lui était devenu indifférent. Il était un survivant, oui, mais un survivant dont la vie avait été vidée de sa substance. Il avait appris sa leçon de la manière la plus brutale qui soit. Certaines dettes ne se remboursent pas avec de l'or, mais avec des morceaux de soi-même. Et c'est ainsi que l'histoire de Julien est devenue une leçon, un murmure d'avertissement, transmis de génération en génération à Rochemuette. Il ne fut plus jamais le même homme. La chaleur du soleil semblait glisser sur sa peau sans jamais la pénétrer, et le son de son propre rire devint un souvenir lointain et étranger. Sa récolte miraculeuse, d'abord une source d'envie, se transforma en une poussière noire et stérile que le vent emporta, ne laissant derrière elle que la preuve tangible d'un pacte insensé. Il avait survécu à la nuit, oui, mais l'homme noir lui avait tout de même pris quelque chose d'essentiel, la joie, l'ambition, étincelle qui fait d'un homme un être vivant. Il devint une silhouette silencieuse, un avertissement ambulant, dont le regard vide rappelait à tout le prix exorbitant des désirs impatients. Écoutez donc attentivement, car cette sagesse a été payée cher. La légende de l'homme noir du carrefour n'est pas un conte pour effrayer les enfants, mais un manuel de survie pour les âmes imprudentes. Elle nous enseigne que la cupidité est une porte que l'on ouvre soi-même sur le vide, une invitation chuchotée, que les ténèbres ne refusent jamais. Ne vous aventurez jamais à la croisée des chemins lorsque le crépuscule tombe, le cœur lourd d'un désir que la patience ne peut satisfaire. Car il y a des entités qui écoutent, et leurs dons sont toujours empoisonnés, leurs contrats signés avec des morceaux de votre propre vie, de votre propre chaleur. Chaque raccourci offert par l'ombre mène inévitablement à un précipice bien plus profond et plus froid. Retenez ces règles, gravez-les dans votre mémoire comme on grave la pierre. Si une nuit, une voix aimée et familière vous appelle depuis l'obscurité, une voix que la raison vous dit ne pas pouvoir être là, bouchez-vous les oreilles et priez. C'est un piège tissé avec vos souvenirs les plus chers. Pour vous protéger lorsque vous marchez dans le noir, portez sur vous un morceau de fer froid, le métal né du feu et du labeur humain, ou un sachet de sel, qui représente la pureté incorruptible de la terre. Ce sont les anciens remèdes contre les anciennes peurs, car l'homme noir du carrefour est une fin patiente, une dette qui ne s'oublie jamais. Il attend silencieux la prochaine âme qui croira pouvoir le duper.